J'ai récidivé avec le café au lait d'amande, c'est tellement bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 14 mars et j'ouvre un nouveau vlog. Aujourd'hui le temps est capricieux, on va faire un petit point météo pour commencer ce vlog. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi bipolaire que la météo du jour. Je vais commencer ce vlog avec un petit colis que j'ai reçu ce matin de la marque Ava et May. Je sais pas exactement comment on dit. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de fois passer cette marque sur les réseaux sociaux. Ce sont des bougies et ils m'ont contacté pour savoir si je voulais recevoir un colis. Et j'aime tellement les bougies qu'évidemment je n'ai pas dit non. Par contre, je n'ai aucune idée de ce que contient ce colis. Je vais l'ouvrir avec vous. Déjà, quand tu ouvres le colis, ça sent très très bon. Alors, il y a plusieurs petites choses à l'intérieur. Alors, on va commencer par quoi? Par ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des allumettes. J'aime beaucoup le design de cette petite boîte, je la trouve trop chouette. Ensuite, Ava et May Sicile, Italie. Donc ça doit être un diffuseur. C'est un diffuseur, je confirme. Oh là là, ça sent bon. Je ne sais pas c'est quoi le parfum. Ça sent, c'est très frais. Pour l'été, le parfum il est absolument parfait. Alors là, c'est un diffuseur de parfum 100 ml, parfume votre intérieur pendant environ 4 semaines. Ensuite, c'est une bougie en édition limitée, Persia. Le design, je suis très très fan, c'est très très beau. Ça sent bon, mais je sais pas c'est quoi les fragrances du coup, vu que j'ai pas passé la commande. Je vais aller voir, ça sent très très bon aussi. Pareil, c'est très frais. Je suis pas toujours hyper fan des trucs qui sentent trop fort. En tout cas, mon mari n'aime pas. Donc, les fragrances, là, ça devrait lui plaire. Et la dernière, j'aime trop. Oh, le design, il est vraiment... c'est simple et épuré, vraiment. Il n'y a pas de... Et ça sent très bon. Je ne sais pas les fragrances. Je suis très, très perturbée avec ça. Garden Picnic, Ava et May. Regardez comme elle est trop belle, cette bougie. Vraiment, je suis extrêmement fan du design des produits, de la simplicité. Simple, mais extrêmement efficace, je trouve. Alors, du coup, j'ai regardé la fragrance de ça. Et maintenant que je le sais, ça me paraît évident. On a Magnolia, miel, orange. Je vous jure que je crois que ça, c'est vraiment l'odeur que je préfère dans tous les produits qui m'ont été envoyés. Je vous jure que l'odeur, elle est très fraîche, très... Vraiment, je crois que c'est ce que je préfère, c'est très agréable. Et là, on a des touches de figue, de jasmin et pareil, c'est hyper subtil, hyper délicat, hyper doux. T'es d'accord? Je découvre cette marque Ava et May, hein. Je connais pas et parfois les bougies je trouve qu'elles sont trop entêtantes, trop... En fait tu peux vite avoir mal au crâne je trouve quand tu mets une bougie et je sais pas pourquoi mais je suis persuadée qu'avec celle-ci j'aurais pas mal au crâne du tout. Et la dernière, Garden Picnic, je vais également regarder. Alors j'ai tapé Garden Picnic et il me propose une bougie, c'est pas celle-là. Et il me propose Garden Picnic. J'ai tapé Garden Picnic, il m'a mis sur Amsterdam avec une bougie au cannabis. C'est pas du tout ça que j'ai, ça sent pas du tout le cannabis. Je suis hyper contente de cette petite réception. Je remercie beaucoup la marque de me faire confiance et de m'avoir envoyé cette petite sélection de produits afin que je puisse les tester. J'ai évidemment un code promo si jamais vous voulez passer commande sur le site que je vous mets juste ici et que je vous remets dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez passer une commande. Ce code promo peut par exemple te permettre de bénéficier de 50% sur cette bougie avec ce magnifique pot en céramique. J'en profite pour vous dire que Ava et May est une marque vegan made in Europe
Europe et cruelty free, fabriqué à partir d'un mélange de cire de soja, et ceux qui me connaissent savent à quel point c'est important pour moi. Ça sent très bon dans mon bureau, en tout cas je suis ravie de cette réception et je remercie beaucoup la marque de me faire confiance. Sinon maintenant on va parler lecture. Lors de mon dernier vlog, je vous disais que j'attaquais un Nicotakian et que j'attaquais Toxique de Nicotakian, et hélas je n'ai pas terminé Toxique, non pas par manque d'envie mais par souci technique. Dans mon dernier vlog je vous disais que le dimanche mon chien avait fait n'importe quoi dans mon bureau et m'avait ruiné ma pièce. Et bien il a récidivé ce jeudi là et donc je vous ai présenté Toxique en vous disant j'allais le lire, je l'ai reposé sur mon bureau. Je vous ai présenté également un autre livre que j'ai reçu ce jour là, un livre de cuisine que j'ai posé sur mon bureau, et lorsque je me suis absentée, mon chien a de nouveau ravagé l'intégralité de mon bureau et ces deux livres là sont donc partis à la poubelle. Donc voilà, mon Toxique dédicacé par Nicotakian est à la poubelle, je ne l'ai pas terminé et donc du coup je sais d'avance que je vais me prendre au quai du polar lorsque j'irai voir Nicotakian. Et pour ce qui est du livre de recettes, c'était un service presse que j'avais reçu par les éditions Michel Lafon, que j'ai donc recommandé et que je vais chercher en librairie dès qu'il sera arrivé. Du coup, j'ai attaqué autre chose et j'ai attaqué Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, qui est donc paru aux éditions Albin Michel. Dans ce livre-là, on est en 1952, on est au Nevada, aux États-Unis, on est à Artemisia Lane et en fait dans cette ville, c'est une espèce de base militaire presque, j'ai envie de vous dire, et tous les maris de cette charmante ville travaillent tous au même endroit, ils étudient la bombe nucléaire. Et parmi tous ces gens, on a Summer. Summer, c'est une bonne desperate housewife qui vit donc dans une très charmante maison, dans une très jolie ville, dans un super pays absolument parfait qui sont les États-Unis d'Amérique, les meilleurs. Ils sont en train de développer la bombe atomique, etc. Et Summer, elle organise des barbecues lorsqu'il y a un essai, un lancer de bombe nucléaire. Vous voyez, les hommes sont là et se gaussent en regardant ce truc incroyable en train de fabriquer les États-Unis, etc. Et puis t'as Summer au milieu de tout ça qui doit être la bonne, la merveilleuse épouse modèle, mais qui a un vrai malaise par rapport à tout ça. Et en 1952, lors d'un énième essai de bombe atomique, arrive une autre bombe dans cette rue un petit peu particulière d'Artemisia Lane, et arrive Charlie, une femme aux talons rouges, aux escarpins rouges, qui va venir un peu remettre en question plein de choses dans la vie de Summer, cette femme soumise comme beaucoup l'étaient en 1952, qui dit amen à tout à son mari. Et Charlie, elle va venir un petit peu bousculer tout ça. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Les mauvaises épouses de Zoé Brisby pour deux raisons. La première, c'est parce que j'attendais pas du tout Zoé Brisby dans ce domaine-là, dans ce registre-là, dans ce ton-là. Zoé Brisby, elle m'a habituée à des romans un petit peu plus gentils. Le terme est pas péjoratif. Les romans de Zoé Brisby, je vous ai parlé de tous ces romans sur ma chaîne YouTube. C'est une autrice que j'aime beaucoup et dont la plume fait beaucoup de bien. Ici, on va avoir une plume, elle prend un tournant un petit peu dans sa manière d'écrire. Alors, est-ce qu'elle reviendra sur les choses qu'elle nous a proposées précédemment? Ça sera avec grand plaisir que je lirai quelque chose avec le ton des livres précédents, mais celui-ci, il est particulièrement grinçant, particulièrement piquant, et j'ai adoré. Ce livre-là, c'est un livre qui est féministe, qui parle de la condition de la femme en 1952. C'est un livre qui nous montre, nous prouve à quel point on revient de loin, et ouais, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Zoé Brisby, c'est une plume qui a beaucoup d'humour. Ici, elle est utilisée avec vraiment beaucoup d'intelligence, et j'ai rencontré vraiment ce duo que vont former Summer, cette femme un peu coincée, etc., qui dit amen à tout ce que dit son mari, et qui va d'un coup rencontrer Charlie qui est différente. Charlie, elle est différente, alors elle est pas
c'est pas elle qui mène la danse dans son couple, hein, c'est vraiment pas ça du tout dont il est question. Mais Charlie, elle est différente et en fait, ces deux femmes-là, elles rêvent que d'une chose, elles rêvent de liberté. Et pourtant, elles sont enchaînées à un quotidien qui est très particulier. Il y a vraiment deux aspects que j'ai trouvé hyper intéressants dans ce roman-là. C'est cette fameuse bombe atomique qu'on développe aux États-Unis où tu as tous ces Américains qui sont en pamoison devant les États-Unis, la puissance des États-Unis d'Amérique, où c'est incroyable, où on leur dit qu'il n'y a aucun danger, la bombe atomique, on l'a fait péter un petit peu plus loin, à 5 km, donc c'est pas grave, hein, il n'y aura pas de répercussions sur votre santé, vous inquiétez pas. Il y a cette première chose-là qui prend une vraie part dans le roman et que j'ai trouvé hyper malaisante mais tellement vraie. Et puis il y a vraiment cette femme, ces conditions et ces choses ces choses auxquelles elles aspirent et qu'elles ne parviennent pas forcément à réaliser. Zoé Brisby, elle me fout une claque, vraiment. Je l'ai lu très très vite, Les Mauvaises Épouses, parce que j'avais l'impression que c'était un livre qui me brûlait les mains, incandescent, et il fallait que j'arrive au bout. Il fallait absolument que je sache comment ça allait finir, cette histoire absolument incroyable. Summer est incroyable, Charlie est absolument fantastique. Et à côté de ça, t'as d'autres personnages qui viennent se greffer. Tu as Lucie, cette voisine qui essaye de faire les meilleurs barbecues que Summer, qui est toujours plus belle, qui a toujours la plus belle robe. Et il y a plein de... Enfin, il n'y a pas énormément de personnages dans ce roman-là, mais tous ceux qu'elle nous propose, ils sont intelligents, bien pensé et ouais, je passe un excellent moment avec Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. Si vous avez déjà lu Zoé Brisby, que vous aimez ce qu'elle propose précédemment, vous allez être surpris ici. Je dirais même que moi j'ai été bluffée parce que vraiment elle propose quelque chose que je trouve un cran au-dessus de ce qu'elle a proposé précédemment. Si vous avez déjà lu Zoé Brisby et que vous vous êtes dit... foncez sur Les Mauvaises Épouses parce que vous allez avoir une vraie belle surprise. Et si vous n'avez jamais eu Zoé Brisby, foncez lire Les Mauvaises Épouses. Vraiment, j'ai un très gros coup de cœur pour ce roman-là. J'ai un très gros coup de cœur pour le ton qui est utilisé. Ça me fait presque un petit peu penser au ton qu'est capable de nous proposer Taylor Jenkins Reid, que j'aime d'amour. C'est une de mes autrices préférée américaine cette fois-ci, et le ton il est un petit peu similaire et je trouve qu'on n'a pas beaucoup ça dans nos plumes françaises et je suis ravie que Zoé Brisby se lance un petit peu sur ça et vivement le prochain. J'ai qu'une chose à dire, vivement le prochain et bravo Zoé pour ce roman incroyable. Voilà, sinon depuis j'ai attaqué un nouveau roman, j'ai très peu lu. Alors celui-ci je l'ai terminé vendredi et depuis j'ai vraiment peu lu. J'ai lu 250 pages samedi, dimanche, lundi. Donc vous voyez, c'est un rythme de lecture un peu plus lent pour moi. J'ai attaqué un nouveau thriller dont je vous parlerai un petit peu plus tard. J'ai également attaqué une nouvelle lecture à l'audio et pareil, je vous en parlerai la prochaine fois que je vous prends parce que je crois que j'ai assez jacté pour aujourd'hui. En attendant, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est jeudi et je vous reprends pour faire un petit unboxing. J'ai reçu pas mal de petites choses depuis mardi. Je vais les ouvrir avec vous. Je fais un mini point lecture et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans ce vlog pour vous en faire l'update. Mais j'ai terminé Précipice de Céline Dangean. C'est un livre qui fait un petit peu plus de 500, enfin qui fait environ 500 pages, mais dont c'est écrit très petit à l'intérieur. Là, je viens d'enchaîner avec une autre lecture et c'est écrit bien plus gros. Et écoutez, très belle surprise, vraiment, mais je vous en reparle un petit peu plus loin dans ce vlog. Mais vous pouvez déjà le noter quelque part si vous aimez les thrillers. Mais aujourd'hui, je vous reprends pour unboxing. Donc on est sur le retour du facteur qui consulte mes réceptions pour savoir si oui ou non ça l'intéresse. Alors, ça me vient de chez Pocket. Et... oh. Et ça c'est trop cool. J'ai reçu Au Royaume des Cris de Mathieu Le Serre. J'ai le 1 dans ma palle. Il doit être quelque part par là.
que je lui ai acheté au Festival Sans Nom à Mulhouse, que j'ai toujours pas lu. Et ça, c'est la suite. Et de ce que j'ai compris, c'est une trilogie et je suis presque en train de me dire que c'est une trilogie que j'ai envie d'enchaîner parce qu'apparemment, c'est quand même assez... il faut être attentif et du coup, je me dis, est-ce que ça serait pas mieux que je dise la trilogie d'un coup? Parce que pour avoir entendu Mathieu Le Sart en parler lors d'une conférence, quand il a sorti le tome 1, il avait déjà la fin de son tome 3. Voilà, c'est vraiment une trilogie qui se suit et qui je pense devrait s'enchaîner. Du coup, je sais pas si je vais lire tout de suite le tome 1 et le tome 2. Je ne vais pas vous lire les 4e de couverture de ceux-là parce que je crois que ça vous spoilerait quelque chose du tome 1, à moi-même également, mais écoutez. Il a reçu le prix chez Pocket l'année dernière, hein, le tome 1, donc j'en entends que du bien. Mathieu Le Sart, c'est une plume que j'ai très envie de découvrir, mais du coup, je me tâte à commencer ou pas tout de suite cela. En tout cas, un grand merci Pocket pour l'envoi de ce tome 2, je suis ravie. Ensuite, toujours chez Pocket, toujours consultation par le facteur. Et là, j'en reçois 2. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un envoi engagé féministe. Chères toutes, le mois de mars étant plus symbolique, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir 2 ouvrages passionnants de Léa Chamboncel, Plus de femmes en politique, et Marie-Laure Buisson, Femmes combattantes. Alors voilà. Ça, c'est des lectures parfaites pour mars au féminin. Comment se fait-il que plus de 70 ans après l'obtention du droit de vote, la place des femmes en politique soit toujours aussi précaire? Léa Chamboncel, éditorialiste politique et podcasteuse, est allée à la rencontre d'une 50aine de femmes politiques de tous bords pour essayer de mieux comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées et esquisser une société plus inclusive, plus égalitaire, plus solidaire et donc réellement démocratique. Et ensuite, Femme combattante, cette héroïne de notre histoire. Pourquoi Nord, princesse indienne, s'est-elle engagée en 1942 dans les services secrets britanniques plutôt que d'attendre que la guerre se termine? Comment l'infirmière Geneviève de Galard a-t-elle choisi de partager les souffrances des blessés dans l'enfer de Dien Bien Phu? Plus près de nous, pourquoi Jian la Kurde a-t-elle renoncé à sa vie de femme pour combattre Daesh, sachant sa tête mise à prix? À travers 7 portraits de femmes engagées, héroïnes exemplaires, c'est toute la force du courage au féminin qui s'impose dans ce formidable hommage. Des super réceptions, un grand merci Pocket pour l'envoi. Ensuite, un petit colis de Majacouille, Léa Boucadite. Et ça, je me suis fait spoiler puisque j'ai vu passer les marque-pages qui sont incroyablement beaux. Celui-là, je l'aime d'amour, celui-là. Littérature, un très printanier, très beau, j'adore. Et celui-là, qui va parfaitement avec mes 2 réceptions précédentes. Ils sont trop beaux. Alors celui-là, je suis fan plus. Peut-être parce qu'en ce moment, je suis à fond thriller. Et qu'il va aller très bien avec la lecture que j'ai attaquée aujourd'hui. Un grand merci Léa pour l'envoi de tes marque-pages et n'hésitez pas, je vous mets le lien de son site dans la barre d'infos. Ensuite, le Duc. Alors je sais qu'il y a un livre que j'ai pas lu dans le cadre des lectures Le Duc Ezo parce que j'ai eu un problème de timing. Et j'ai reçu La Science des Miracles, la méthode pour vivre l'illimité au quotidien. Aimeriez-vous simplifier votre vie, la rendre plus belle, fluide ou tout simplement en faire un miracle? Votre existence est un miracle en soi. Vous pouvez le vivre au quotidien et expérimenter la réalité dont vous rêvez. Au fil du temps, vous avez perdu votre capacité innée de faiseur de miracles à cause des souffrances, limitations ou divers conditionnements. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de les dépasser, de les mettre au profit de votre création. Écoutez, ça m'a l'air super chouette en tout cas. Et il est dédicacé en plus par Anna Sandrea. Je trouve la couverture très jolie. Un grand merci Le Duc pour l'envoi de ce roman. Je pense que c'était celui que j'ai pas lu dans le cadre de Le Duc Ezo. Et en tout cas, je suis ravie. Ensuite, j'ai reçu un colis où il n'y a même pas mon nom dessus. L'étiquette, ça a été coupé trop court. Et c'est Le Duc de nouveau. Celui-ci,
Par contre, je l'ai lu, il s'agit des 4 sagesses indiennes. Je vous en ai parlé brièvement dans un précédent vlog. Je vous le remettrai dans le petit i si j'y pense. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Il y a quelques années, j'ai lu les 4 accords Toltec que j'avais trouvé. C'est un livre de développement personnel. Alors ça fait partie des premiers livres de développement personnel que j'ai lus. Et en tout cas, j'avais beaucoup aimé les 4 accords Toltec. Et les 4 sagesses indiennes, pardon, sont venues derrière un petit peu en... pas en résonance, mais elles sont venues en complément de ces 4 accords Toltec. Et j'ai trouvé cette lecture hyper intéressante. Ça, je l'ai lu. J'ai tellement de mal à parler aujourd'hui. Promis, je n'ai pas abusé du champagne hier. Alors, les 4 sagesses sont: quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Celle-là, c'est peut-être la sagesse qui m'a le moins parlé au moment de ma lecture. Sagesse numéro 2. Ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Et ça, je ferais mieux d'en prendre de la graine. Parce que je suis la spécialiste du « et si ». Et je me prive parfois de faire des choses parce qu'imagine, il se passerait ça. Et c'est quelque chose qui m'handicape et c'est des freins que je me mets toute seule dans la vie. Je vais très très loin dans mes raisonnements parfois dans ma tête. Et pourtant c'est vrai, ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Ensuite, sagesse numéro 3, chaque moment est le bon moment. Et ça c'est pareil, parfois j'attends. J'attends pour faire... Elle est en train de faire sa toilette, je sais pas si on l'entend, mais moi j'entends, elle fait un bruit de dingue. Chaque moment est le bon moment. S'affranchir de l'anticipation omniprésente qui paralyse vos vies. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui... Parfois on se dit ah bah c'est pas le bon moment, ou faudra je ferai ça un peu plus tard, je me lancerai plus tard, etc. Et cette lecture m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et ensuite, sagesse numéro 4, ce qui est terminé est terminé. Pour le Capricorne rancunier que je suis, cette sagesse c'est pareil. Je ferais bien d'un petit peu plus la mettre en pratique tous les jours. Transcender ce qui a été vécu afin d'avancer de manière plus légère. Je pense qu'il nous arrive à tous des événements dans la vie et qu'on se sentirait tellement plus léger si on arrivait à passer outre, parce que maintenant c'est arrivé et qu'on ne peut pas changer le passé et aller de l'avant. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. Je suis quelqu'un qui ressasse beaucoup. Je suis quelqu'un même qui parfois ressasse des événements de mon enfance en me disant j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et pourtant je ne peux plus rien faire de toute façon puisque ce sont des événements qui sont passés. Et ouais, ce qui est terminé est terminé. C'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui un petit peu à accepter, à travailler, à encaisser. Mais c'est pas facile tous les jours. Et en tout cas, ces 4 sagesses indiennes, j'ai trouvé ce petit livre vraiment très bien fait, vraiment important. Si vous aimez les livres de développement personnel, il pourra que vous parler. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé les 4 accords Toltec, c'est un super complément. Vous pouvez évidemment le découvrir sans les 4 accords Toltec, pardon. C'est dur à dire ça, 4 accords Toltec. Vous pouvez. Et moi, je vous recommande vivement ce petit livre-là, plein de bons conseils, plein de bienveillance. J'ai passé un super moment. Un grand merci le Duc pour l'envoi de ce livre. Caroline Frizou, les 4 sagesses indiennes, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Ça va Clara? Ensuite, ça a été rescotché par la poste. Pierre en pierre. Alors ça, je ne l'ai pas demandé. Je vais dire comme Estelle, petite lectrice. Elle l'a reçu aussi. Elle s'est dit, tiens, c'est un signe. Ah bah oui. Eh bien, je vais dire pareil. Tiens, c'est un signe. Pourquoi les femmes font des burn-out? Le guide féministe pour en finir scientifiquement avec le cycle infernal du stress. Je vais aller le mettre tout de suite sur ma table de chevet et je vais le lire avec minutie celui-ci. Pourquoi les femmes sont-elles confrontées au burn-out différemment des hommes? Parce que la plupart d'entre elles s'épuisent à tenter de combler le fossé entre ce que la société attend d'elles et leur réalité. Comment aimer notre corps quand tous les magazines nous matraquent de conseils pour devenir la meilleure version de nous-mêmes? Comment nous affirmer au travail
Quand nous sommes déjà engagés à 110% et moins reconnus que les hommes. Dans cet ouvrage, empreint d'empathie et d'optimisme, j'en ai besoin, Émilie et Amélia Nagoski nous proposent de mettre un terme à ce véritable cycle d'épuisement et nous montre, grâce aux dernières connaissances scientifiques, comment sortir du cycle biologique du stress et ramener notre corps à un état de décontraction, gérer notre ordinateur cérébral qui régule la frustration, se défendre contre le lobby du bikini qui empêche les femmes d'aimer leur corps, prévenir et guérir le burn-out grâce au repos, aux relations humaines et à une bonne entente avec notre petite voix intérieure. Je vais le prendre comme Estelle, je vais me dire que c'est un signe et que je l'avais pas demandé à le duc et que peut-être finalement c'est pas plus mal que je l'ai reçu. Et je vais le lire très rapidement, je crois qu'il faut que je le lise très rapidement. En règle générale, je dirais que je vais bien, mais que j'ai encaissé pas mal dernièrement et que ça pourra que me faire du bien. Un grand merci, le duc, pour l'envoi de ce roman, ce livre qui va me faire du bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends un petit peu plus tard dans ce vlog pour vous parler de ça et de ma lecture en cours que j'ai entamée. Je suis de nouveau partie sur un thriller que je lis en lecture commune avec ma vilaine Laura's Reading et c'est un thriller dont je vous ai déjà parlé ici sur ma chaîne. Mais c'est une lecture qui est assez perturbante, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vous reprends plus tard. T'as quelque chose à ajouter? La meuf me snob. Je vous reprends les samedis et je vous reprends pour venir vous faire l'update des 2 derniers livres que j'ai terminés cette semaine. Le premier, c'est donc Précipice de Céline Dangean qui est donc paru aux éditions Michel Lafon. Alors de ce que je comprends, avec un commentaire que j'ai eu sous un de mes vlogs précédents, c'est que c'est plus ou moins une suite de Matrice que j'ai également dans ma palle mais que je n'ai pas lu. Mais écoutez, bon, ça m'a pas empêché de comprendre le pourquoi du comment, mais je pense que dans les précédents, on connaît déjà en fait cette enquêtrice qui est Louise Comon, si je dis pas de bêtises, oui, voilà, c'est ça. Alors, Précipice, ça commence avec un jeune livreur de pizza qui travaille dans la petite pizzeria familiale et qui est trop content parce que Madame Dunking a commandé une pizza et il aime bien aller livrer les pizzas chez cette dame parce qu'elle laisse toujours de très gros pourboires, pardon. Et lorsqu'il arrive chez Madame Dunking, en fait, il voit sur le pas de sa porte un vase cassé, un pot de terre, il voit que il y a un drôle de remue-ménage, il entend des drôles de bruits. La porte est ouverte, il entre, il voit le chien complètement ligoté, scotché, il me semble, et il entend des drôles de bruits, il voit une ombre passer, etc. Et finalement, il retrouve cette Madame Dunking. Alors moi, au début, quand ça commence, j'avais l'impression que ça allait être une vieille dame, en fait, Madame Dunking, parce que c'est celle qui laisse des gros pourboires, je sais pas pourquoi, le gros cliché. En fait, non, hein, c'est une jeune femme qui doit avoir à peu près mon âge. Jeune femme, t'as vu, je l'ai précisé, hein. Je ne vieillis pas, je suis intemporelle. Et en fait, cette femme est dans sa baignoire, à 2 doigts de se noyer. Elle est dans une espèce de truc de sadomasochisme, une cape où elle est complètement enfermée. Elle a une boule de bondage dans la bouche qui la bâillonne complètement. Et cette femme est à 2 doigts de mourir et en fait, ce livreur de pizza lui sauve la vie. Voilà la première scène sur laquelle est appelée Louise Comon et Violaine. C'est un duo, entre guillemets, d'enquêtrices. Et elles sont appelées sur cette scène où il y a plusieurs choses bizarres. Mon chat, j'arrive. Et Louise Comon ne s'attendait certainement pas à mettre les pieds dans une enquête aussi tordue et tortueuse. Alors je vais pas en dire plus parce que je trouve que la 4e en fait ne dit rien du tout et je trouve que c'est très bien. Là je vous plante un peu le décor initial mais je vais pas vous en dire plus. C'est un livre où on a pas mal de retours dans le passé parce que en fait ce livre ça parle de conséquences de mensonges qu'on a fait il y a des années et qui surgissent des années plus tard. J'ai trouvé qu'il était un petit peu long à se mettre en place, mais finalement tout s'explique à un moment donné et tous ces détails, tout... C'est pas des grosses longueurs, mais au bout d'un moment tu te dis bon, faut qu'il se passe un peu plus d'action parce que ça commence un petit peu à... Et l'action arrive à un moment donné et une fois qu'on est parti, on est parti. Je me suis fait harponner par la plume de Céline Dangean et j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé, alors ça m'a rappelé
un film que j'aime beaucoup. Alors pas du tout c'est pas du tout un thriller. Je trouve la construction très réussie. Je trouve ces scènes superbement bien décrites. Je trouve que c'est glauque mais pas trop, juste ce qu'il faut. Il se passe des choses absolument horribles et ouais, ce roman il va vraiment parler de mensonges. Si vous aimez les thrillers, les trucs, les secrets cachés, les non-dits qui pourrissent un peu la vie, je pense que vous devriez passer un excellent moment avec Précipice de Céline Dangean. Je lirai d'autres livres de l'autrice parce que vraiment je me suis fait happer par cette plume que je trouve vraiment très bonne. J'ai vraiment entre les mains un excellent polar français et voilà, il fait 500 pages, il est écrit petit, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il est assez dense. Mais il est vraiment très bien ficelé, très bon, très addictif et la fin en fait, je crois à plusieurs reprises voir arriver des trucs et je me fais plutôt berner. Et ouais, j'ai vraiment une belle surprise, enfin pas une surprise parce que je sais pas pourquoi mais je m'attendais à que ça soit bon Céline Dangean parce que je trouve qu'on en entend quand même pas mal parler et une vraie révélation, voilà, on va plutôt dire ça. Une autrice que je vais suivre de près, j'ai Matrice dans ma palle que je ne tarderai pas à découvrir. Ensuite, j'ai lu La petite fille sous la neige de Ravière Castillo. Je l'ai lu en 2 jours, il fait 400 pages, là c'est écrit un petit peu plus gros, on s'en rend compte. La petite fille sous la neige, vous en avez peut-être déjà entendu parler, pas sous la forme d'un livre mais sous la forme d'une série Netflix que j'ai regardé, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favori. Je vais déjà commencer par vous parler du roman. On est en 1998, on est à New York en plein défilé de Thanksgiving et une petite fille du nom de Kiera est avec ses parents, elle a 3 ans à ce défilé de Thanksgiving et au loin elle voit une Mary Poppins qui distribue des ballons et elle a très envie d'y aller, elle est sur les épaules de son papa, sa maman lui dit tiens va chercher un ballon. Ils y vont, le papa descend Kiera de ses épaules et l'impensable se produit, elle échappe à la vigilance de son père et Kiera, je suis désolée je vais dire Kiera parce que c'est le nom de mon chat et du coup c'est Kiera. Et Kiera disparaît. Quelques rues plus loin sont retrouvés son manteau je crois, son pull et ses cheveux et là on comprend tout de suite qu'en fait la petite fille a été enlevée. Commence alors une enquête mais avec très peu d'éléments en fait. Qui a enlevé cette petite fille? On voit rien sur les caméras, rien ne se passe. Ça va plutôt passionner un petit peu les foules new-yorkaises et ça va intriguer très fortement une journaliste qui s'appelle Myrène, qui est une journaliste qu'on comprend très rapidement, qui est assez torturée, qui a vécu des choses pas toujours très cool et elle va se pencher là-dessus, sur cette affaire Myrène, et elle va se mettre une obsession dans la tête, retrouver cette petite fille. Et elle fait bien parce que en 2003, 5 ans plus tard, les parents de Kiera reçoivent une vidéo, une cassette VHS où on voit Kiera, qui a donc 8 ans, et qui semble aller très bien en train de jouer avec une maison de poupées. Alors, du coup, je savais le pourquoi du comment, je savais la finalité, mais il y a de vraies grosses différences très importantes entre le roman et la série. Déjà, ça se passe pas au même endroit, ça je l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai l'impression de me répéter. Là, on est à New York et dans la série, ça se passe en Espagne. L'auteur de l'enlèvement, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, le gros du truc, c'est la même chose, mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis, il y a plein de petits points qui divergent. Myrène, j'ai trouvé l'actrice excellente dans la série. Ici, je la trouve plus sombre, plus torturée, un petit peu plus... Alors, elle y est, hein, dans la série, elle y est clairement, mais je trouve dans le livre qu'elle y est encore plus. J'aurais lu ce thriller sans connaître, je trouve que c'est un très bon thriller. Dans la série, on sait très tard le pourquoi du comment, là, on le sait plutôt rapidement, je trouve. Mais ça reste un très bon thriller, vraiment. Je pense que je vais pencher un petit peu plus sur la série parce qu'il y a des choses qui m'ont plus marquée dans la série. Je pense notamment à la première personne qui se fait arrêter, suspectée de l'enlèvement de Kiera. Dans la série, c'est un proche de la famille. Ça rend le truc un peu plus glauque et ici, c'est un parfait inconnu. En fait, il se passe absolument
tout ce qui se passe dans la série, dans la vie de Myrène, dans la vie de cette famille, mais tout est différent. Je sais pas comment vous dire, mais voyez là par exemple, il y a quelqu'un qui se fait arrêter dès le début de l'enquête. Dans la série, c'est un proche, ici c'est un inconnu. Il va y avoir des morts, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est ressemblant. Enfin, il se passe vraiment beaucoup de choses, et dans le livre et dans la série. Les deux, je les trouve très bons. J'ai certainement un petit penchant pour la série parce que j'ai adoré l'actrice. Je trouve qu'elle joue extrêmement bien, cette journaliste qui ne lâchera jamais l'affaire à propos de cette petite fille. Et surtout, j'aime l'Espagne. C'est un pays que j'aime d'amour, donc voilà, je suis très attachée à l'Espagne et du coup, d'avoir une série qui se passe en Espagne, ça m'a fait kiffer. Là, on est à New York. Il va y avoir d'autres questionnements ici. On va voir de très très loin la guerre en Irak, par exemple. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont soulevées, qui sont pas du tout abordées du coup dans la série. Je pense qu'il est hyper intéressant de voir les deux, de lire le livre et de voir la série. Dans quel ordre, je saurais pas vous dire en fait, parce que les deux sont complètement différents. J'avais peur de m'ennuyer un petit peu en fait, du fait que j'avais vu la série, mais pas du tout, puisqu'il y a plein de points qui sont différents. Je l'ai lu en lecture commune avec Laura du compte Laura's Reading. Et je crois qu'elle a passé aussi un très bon moment. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire à propos de ceci. Je vais rencontrer l'auteur normalement au Quai du Polar. Je suis ravie, La petite fille sous la neige. Ne vous fiez pas à son titre, ne vous attendez pas du tout à un polar nordique, on n'y est pas du tout. C'est pareil, dans la série on sait à la fin l'explication de ce titre et là on le sait un peu plus tôt et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que du coup dans la série ça a apporté une autre dimension. Ils ont bien fait, les auteurs de la série, en adaptant leur série de ce roman, de faire ce petit clin d'œil au final que j'ai trouvé intéressant. Voilà, j'ai donc enchaîné 2 thrillers ce week-end. Je devais lire mes parties parce que je suis un petit peu en retard sur ma lecture commune de La Villa aux Étoffes. Voilà ce qui est au programme lecture de ce week-end. Je pense que vous entendez un petit peu mes enfants au fond, je suis désolée. On est samedi, ils sont là, ils font du bruit. Au programme, aujourd'hui, il fait beau. Donc on va aller se promener. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire. En tout cas, moi, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est toujours samedi, on est donc allé se promener cet après-midi, on est allé faire un petit tour en centre-ville, goûter, on est allé faire un tour chez Emmaüs et à la librairie. Chez Emmaüs, j'ai été raisonnable parce qu'il y avait beaucoup de livres qui me plaisaient, mais j'en ai pris qu'un seul parce que ma palle est déjà bien trop grande, donc je me suis pris Les Cicatrices de Claire Favant que j'ai trouvé en grand format, qui était paru chez HarperCollins, il est dans un état impeccable, donc je suis hyper contente de ma trouvaille. En attendant le moment où il pourra se réinventer, cet homme, pour ainsi dire ordinaire, partage avec son ancienne compagne une maison divisée en deux. Il est l'ex-patient, le gendre idéal, le vendeur préféré de son beau-père qui lui crée un poste sur mesure, un type docile, enfin presque. Car si Owen a renoncé à toute vie sociale, il résiste sur un point, ni le chantage au suicide de Sally, ni les scènes qu'elle lui inflige quotidiennement et qui le désignent comme bourreau aux yeux des autres ne le feront revenir sur sa décision de se séparer d'elle. Mais alors qu'une éclaircie venait d'illuminer son existence, Owen est vite ramené à sa juste place. Son ADN a été prélevé sur la scène de crime d'un tueur qui sévit en toute impunité dans la région, et ce depuis des années. La police et le FBI sont sur son dos, l'enfer qui était son quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il s'apprête à affronter. Voilà, Les Cicatrices chez Claire Favant. Je me suis ensuite rendue en librairie pour me racheter ceci sans sucre, c'est possible. Je vous l'ai présenté dans un précédent vlog. Je l'avais reçu en service presse de la part des éditions Michel Lafon, mais mon chien en a décidé autrement. Donc voilà, je l'ai racheté. Là, on est déjà samedi, donc c'est trop tard pour un réel cuisine demain dimanche, mais j'en ferai un pour dimanche prochain. Et entre-temps, j'ai fait quelques petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première chose, ça me vient de chez Pocket. Encore une autrice que j'ai très envie de découvrir, Cécile Cabanach, La petite ritournelle de l'horreur. Derrière les murs se cache le plus
Sombre des secrets. Je dirais que Magda m'a parlé de ce livre, enfin de Cécile Cabannac de toute façon, en me disant qu'elle avait beaucoup aimé. Donc bah écoutez, c'est trop cool. Quand la commandante Virginie Sevran reçoit un appel en pleine nuit, elle sait qu'elle doit s'attendre au pire. Rien pourtant ne peut la préparer à ce que lui réserve la vieille bâtisse dans laquelle les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'œuvre. La découverte du cadavre d'une gamine derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Et bientôt, les murs révèlent 2 autres corps aux policiers, 2 autres enfants. Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante, certainement la plus sordide de toutes celles auxquelles la commandante, ça me perturbe qu'il n'y ait pas de E, la commandante et son binôme, Pierre Biolay, ont été confrontés durant leur carrière. Que s'est-il réellement passé dans la maison des Ménules, aussitôt rebaptisée la maison de l'horreur par les médias? La 4e me fait très envie, donc je suis très contente. Un grand merci à Pocket pour l'envoi. Ensuite, j'ai reçu ceci, je ne sais pas non plus ce que c'est, et ça me vient des éditions Phileas. Ah. Le temps est assassin, d'après le roman de Michel Bussy. Je l'ai pas lu ce roman-là de Michel Bussy, mais écoutez, du coup, est-ce que je ne vais pas aller me le chercher au Quai du Polar pour le lire, puis pouvoir découvrir la BD? J'aime beaucoup la couverture. Ça m'a l'air pas mal du tout, ces petits dessins. Je sais pas. Je n'ai pas lu celui-ci de Michel Bussy. Ça m'a l'air... La Corse, presqu'île de la Révélata entre mer et montagne. Sur cette route de Corniche, au-dessus d'un ravin de 20 mètres, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide. Une seule survivante, Clotilde, 15 ans. Ses parents et son frère n'ont pas eu la même chance. Été 2016, Clotilde revient pour la première fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa fille adolescente. Elle veut profiter de ses vacances pour exorciser le passé. C'est au camping dans lequel elle a vécu son dernier été avec ses parents que l'attend une lettre mystérieuse. Un grand merci aux éditions Phileas pour l'envoi. Et en dernier, c'est un colis qui me vient de la part des éditions XO. Et je l'ai vu passer, donc je sais ce que c'est. Et c'est une surprise également, je ne savais pas que j'allais le recevoir. Et c'est le dernier de Bernard Minier. On a donc un poster à l'intérieur. Il y a plein de petites choses. Chère lectrice, cher lecteur, cet œil dans la nuit vous regardera longtemps. Chez XO, on est convaincu. Après son escapade réussie de l'autre côté des Pyrénées, aux côtés de Lucia, l'enquêtrice rock et intrépide de la Guardia Civile, Bernard Minier rappelle son héros fétiche, le commandant Servaz, dans ce qui pourrait bien être la plus grande énigme de sa carrière. Servaz, pour son grand retour, a du pain sur la planche. On ne vous en dit pas plus. Sachez juste que pour écrire ce thriller plus glaçant que jamais, Bernard Minier a visionné des centaines de films horreurs et qu'en bonus, à la fin du livre, il offre au lecteur une liste de 150 longs métrages horrifiques à ne manquer sous aucun prétexte. Une liste que nous avons reproduite sous forme de dépliant que vous pouvez retrouver dans cette boîte ainsi que d'autres goodies. Cet œil dans la nuit, décidément, n'a pas fini de nous fixer. Bonne lecture. Avec un petit ticket de cinéma, le marque-page. Ça doit être un... Oh. Ça, c'est un petit stickers. Un sachet de popcorn. Il est trop bien. Elle est trop bien, cette box. Alors, les 150 films d'horreur. Moi, j'en regarde pas beaucoup des films d'horreur parce que je suis très peureuse. Si vous avez envie d'aller voir des films d'horreur, je vous en prie. Mais il y en a rien. Ah, ça, je suis allée le voir au cinéma. J'ai eu du courage. Ah si, Split. Je l'ai vu, ça je l'ai vu, je l'ai pas vu beaucoup, hein. Celui-là, là, j'ai rien que la couverture, le sourire là, il me fait trop peur. Et le livre. Et il est dédicacé. Je ne vous montrerai pas la dédicace parce qu'il y a mon nom de famille. Enfin, un gros bisou à Marine des éditions XO parce que je sais qu'elle a pensé à moi en m'envoyant celui-ci. Et je suis trop contente. En fait, j'ai très envie de me mettre à jour sur les Servaz avant d'attaquer celui-ci. J'avais décidé de pas le prendre dans le catalogue de chez XO parce que j'avais envie de me mettre à jour sur les Servaz. Mais Marine me l'a envoyé quand même et je crois que je vais le lire quand même parce qu'il me fait vraiment trop envie. Dans les montagnes retirées du monde, un réalisateur de films d'horreur, Morbus Delacroix, culte, misanthrope, fou. Parmi ses fans, une étudiante en cinéma. Fascinée, intrépide, inconsciente.
À Toulouse, un as des effets spéciaux est retrouvé mort ligoté sur un lit d'hôpital. Et si ce meurtre trouvait sa source dans un film maudit? Pour le commandant Martin Servaz, peut-être la plus grande énigme de sa carrière. Cet œil dans la nuit n'a pas fini de vous fixer. Voilà, bon, bah, je suis trop contente de recevoir. Parce que j'ai de la marge à rattraper. Un glacé, le cercle, il me semble. N'éteins pas la lumière, je ne sais pas si c'est un Servaz. Une putain d'histoire, ce n'est pas un Servaz. Sœur, c'est un Servaz. La vallée, la chasse, je l'ai lu. Merci beaucoup aux éditions XO, à Marine, pour l'envoi de cette chouette box. Vraiment, c'est trop cool. Celui-ci, j'ai peur d'avance. Voilà pour mes dernières réceptions. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous reprends très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!